Le lendemain de leur arrivée, nous fûmes invités chez Louise et Hélène pour partager, une nouvelle fois, les sentiments qui devaient plus encore unir nos deux familles. Puis ce fut le grand jour. Ce 3 octobre de l'année 1993, Karine entrait dans la maison de Dieu pour se faire baptiser. Toute la famille de Francine était présente. Au premier rang, à nos côtés, étaient assis Hélène et Robert Carpentier, les parrains et marraines de Karine. Avant la cérémonie, un couple de bénévoles œuvrant pour la paroisse se dirigea vers nous pour nous informer du déroulement de l'office. Coïncidence ou concours de circonstances particulières, ce couple n'était autre que les parents de Chantal Landry, cette jeune fille qui m'avait d'ailleurs été présentée par sa tante, Huguette, et que j'avais fréquentée durant quelques mois à mon arrivée au Canada, en automne 1984. Sans doute était-elle trop jeune pour moi. Quoi qu'il en soit, j'ai tout de même conservé de très bons souvenirs de Chantal et de ses parents. Et lorsqu'il arrive à l'occasion de les rencontrer en ville, j'ai encore du plaisir à bavarder avec eux. Si je parle de coïncidences les concernant, c'est évidemment parce que si les circonstances avaient travaillé en notre faveur lors de mes fréquentations avec leur fille, cela aurait sans doute été mes beaux-parents, avec qui mes parents bavarderaient à ce moment-là. Au lieu de cela, ils n'étaient pour eux que de simples bénévoles anonymes. La cérémonie terminée, nous avions invité toute la famille à passer la journée en notre compagnie au 165 de Pélissier. Pour ce genre de réunion, notre maison à paliers multiples était idéale. Les uns à la salle à manger et les autres au salon. Il n'y avait mur pour nous séparer et nous nous retrouvions ainsi tous dans la même pièce. Le 7 octobre, il faisait un temps magnifique sur l'Outaouais et les forêts étaient enchanteresses de par les coloris de leur feuillage. De ce fait, Francine et moi profitâmes d'inviter mes parents à nous rendre aux chutes de Plaisance. À cet endroit, nous pûmes admirer la beauté de cette forêt automnale combinée avec la fougue puissante d'un torrent déchaîné. Et sur la route du retour, nous fîmes halte à la fromagerie de Plaisance. Pour mes parents, ce fut l'occasion de voir et de déguster d'autres fromages qu'est Gruyère. Autre pays, autre spécialité. La fromagerie de Plaisance ne se contente pas d'offrir que le fromage de sa fabrication, mais également tous les autres fromages produits au Québec. Ce fut donc l'occasion rêvée pour papa et maman de goûter une multitude de saveurs différentes des produits du terroir. Le temps du départ approchait pour grand-papa et grand-maman. Mais avant de retraverser l'Atlantique pour retrouver notre paradis helvétique, les familles Viau et Carpentier organisèrent un dernier festin dans l'un des plus populaires restaurants de Gatineau, le Vieux du Luth. 2 semaines avaient passé depuis l'arrivée de mes parents, et pourtant j'avais eu l'impression que ce n'était que 2 jours. Je dois reconnaître que durant ces 2 semaines, il arriva à quelques reprises de devoir me rendre sur un chantier que Marcella avait entrepris. Dans la mesure du possible, cette dernière donnait toujours son 100% pour éviter d'avoir à engager du personnel supplémentaire. Mais lorsque le travail à accomplir était intense, elle se voyait quelquefois dans l'obligation d'en arriver là. Et comme elle ne pouvait pas à ce moment-là être à la fois sur le chantier et veiller à l'approvisionnement des matériaux et végétaux, elle avait besoin de mon assistance afin de superviser les travaux. Ce fut d'ailleurs l'occasion pour moi de présenter la célèbre Marcella à mes parents. En effet, depuis 1985, je leur parlais de mon amie tchécoslovaque. Mais en fait, ils ne connaissaient d'elle que son nom et sa situation professionnelle. Désormais, lorsque j'allais leur mentionner ce nom, ils seraient plus à même de savoir avec précision de qui je parle. Lorsque le Boeing 747 de la compagnie KLM eut rapatrié mes parents, mes seuls revenus allaient être les cours de massothérapie ainsi que les différents travaux avec Marcella. Cela
jusqu'à l'arrivée de la neige en novembre. Quand arriva le temps des fêtes, ce fut pour Francine et moi une période merveilleuse. Sincèrement, je pense avoir passé le plus beau des Noëls. Fête de la Nativité en ce mois de décembre 1993, jamais cette célébration avait eu pour moi autant de signification. Karine avait juste 5 mois et ses yeux étonnés étaient comme des points d'interrogation qui cherchaient vraiment à savoir pourquoi tout ce bruit, cette excitation autour d'elle. Sans doute se rendait-elle même pas compte que, mis à part la musique et les rires, c'était elle, la vraie reine de la soirée. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Florida, 1994. Parmi les produits naturels que nous vendions, les produits Sunshine étaient incontestablement ceux qui avaient la plus grande diversité. Pour connaître plus de 100 produits et pouvoir les conseiller adéquatement à chaque personne éprouvant des problèmes différents, il était nécessaire d'être très compétent. Afin de nous aider à parvenir à ce niveau de compétence, un couple de Hall allait nous proposer son aide.
Louise Leboeuf et Claude Lévesque étaient parmi les personnes les mieux formées dans la région de l'Outaouais. Pour bien informer tous les membres du réseau qu'ils avaient trouvés au fil des ans, ils organisaient régulièrement des conférences dans une salle de réunion d'un grand hôtel de Hall. Lors de ces occasions, ils invitaient des personnalités hautement qualifiées venant des 4 coins du Québec et même des États-Unis. Leur commerce fonctionnait bien et leur permettait de vivre assez confortablement. Pourtant, durant les premiers mois de 1994, ils décidèrent de quitter le Canada pour aller s'établir en Floride. Leur volonté était de racheter des parts d'un jardinier paysagiste ainsi que sa clientèle. Louise, dans le passé, avait déjà possédé une entreprise dans cette région d'Hollywood. Spécialisée dans le montage de toitures en tuiles de terre, Louise avait fait faillite à la suite d'une tornade gigantesque que tous les Floridiens n'ont jamais oubliée. Retournée vivre au Québec quelques années, elle s'ennuyait à nouveau de l'océan et des chaudes températures. Avant qu'il ne connaisse Louise, Claude était architecte en construction. Très adroit de ses mains, il possédait plusieurs maisons qu'il avait restaurées puis louées. Mais l'un de ses passe-temps favoris était le paysagisme. Après qu'il m'eut montré des photos de quelques-unes de ses créations, mis à part quelques petites erreurs si l'on tient compte du développement futur des plantes qu'il avait utilisées, ses travaux prouvaient sans doute ses compétences en la matière. Pourtant, Claude n'était ni prétentieux ni stupide. Il comprenait que pour éviter certaines erreurs dans une profession qui n'était pas la sienne, il aurait été pour cela préférable de s'associer avec une personne de métier. Et ce fut pour cela que Claude et Louise proposèrent de nous joindre à eux pour aller vivre à Hollywood, Floride. Pour ma part, c'était un peu comme un rêve oublié qui refaisait surface. Cela me rappelait mes 20 ans, lorsque je voulais vivre en permanence à Playa de Haro et partager ma vie entre le massage et l'entretien paysager des hôtels à Pedro. Car pour un jardinier venant du Nord, pouvoir faire des créations paysagères avec des plantes tropicales et s'occuper à l'année longue sous le soleil, c'est un rêve. Et si pour moi, mon rêve de posséder une école de massothérapie s'était enfin réalisé, pour Francine, la vie semblait terne et totalement dépourvue de satisfaction personnelle. Certes, elle était maman pour la seconde fois, mais pour elle comme pour moi, si la vie de famille était capitale, il n'en restait pas moins qu'une réussite familiale ne devait pas nécessairement exclure une réussite de carrière. Et dans ce domaine, il faut bien reconnaître que l'avenir ne semblait pas beaucoup s'ouvrir pour Francine. Pour ces différentes raisons, nous acceptâmes de prendre en considération leur proposition. Cependant, notre goût pour l'aventure ne devait tout de même pas aller jusqu'à partir sur le champ et tout abandonner au Canada. Avant de prendre une décision définitive, nous voulions déjà savoir si l'endroit où nous désirions vivre était agréable et si le travail que Claude me proposait était suffisamment rentable pour me permettre de faire vivre ma famille. Alors, afin de vraiment savoir s'il était raisonnable pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie aux États-Unis d'Amérique, nous décidâmes tout d'abord d'aller passer 2 semaines en compagnie de nos éventuels associés dans cette magnifique région de la Floride. Pour vivre cette expérience, nous avions attendu l'époque des relâches dans les écoles. Étant limités dans notre budget, nous ne pouvions donner l'opportunité à Sébastien de nous accompagner. Comme il n'était pas non plus envisageable de le laisser seul à la maison, nous demandâmes à sa tante Louise de bien vouloir l'héberger durant 2 semaines. En ce qui concernait Karine, ce départ vers l'inconnu nous laissait à la fois perplexes et craintifs. Sa fragilité ainsi que le coût très élevé des frais médicaux aux États-Unis nous incitèrent à demander à Hélène si elle accepterait, en ces circonstances très particulières, de prendre soin de sa filleule. Et bien entendu, sa marraine accepta de bon cœur de nous rendre ce service. C'est ainsi que le 14 mars 1994, Francine et moi prîmes la voie des airs à partir de l'aéroport de Dorval, Montréal, à destination de Fort Lauderdale,
Floride. À notre descente d'avion, nous fûmes accueillis par Louise. Claude, lui, étant déjà à l'œuvre dans une richissime propriété. Enfin, j'étais en Floride. Depuis mon enfance, j'avais entendu parler de cet État américain. En 1969 déjà, lorsque j'étais encore à Polyépité, les noms de Cap Canaveral, Floride, Apollo, Neil Armstrong faisaient la une dans tous les médias du monde entier. En effet, ce fut de la Floride que le premier homme à avoir marché sur la Lune avait quitté notre planète. Et depuis que je vivais au Canada, je n'avais cessé d'entendre parler de la Floride lorsque les Nord-Américains de la côte Est parlaient de vacances au soleil. J'avais alors compris que la Floride est aux Américains ce que la Côte d'Azur est aux Européens. J'étais heureux de me retrouver en ces lieux, mais j'éprouvais aussi beaucoup de difficultés à supporter la température très élevée qu'il y faisait. 2 ou 3 semaines avant de quitter Gatineau, j'avais été victime d'un gros refroidissement, qui hélas sévissait encore au moment de notre départ. Habitué à nous servir de nos propres produits pour solutionner ces genres de problèmes, je n'étais cependant pas parvenu cette fois-ci à y mettre un terme. Devant l'imminence de notre voyage, j'avais alors cru bon de consulter un médecin. Inutile de mentionner que ce dernier m'avait prescrit des antibiotiques. Résultat, lors de notre départ, non seulement j'avais mal à la gorge, mais en plus, je me sentais extrêmement faible et dans un état second, comme si j'étais drogué, un effet similaire à une anesthésie générale. En quittant Gatineau, nous laissions derrière nous une région où les températures avoisinaient les moins 25 degrés. À notre arrivée à Fort Lauderdale, il faisait 35 degrés. Inutile de dire que lorsque l'on se sent faible et que notre corps doit se battre contre la maladie, et qu'en plus il est soudain obligé d'encaisser une température supérieure de 55 degrés, rien n'est fait pour lui simplifier la vie.